Je vis dans cette maison depuis près de 10 ans, un quartier tranquille où chaque voisin respecte l'intimité des autres. Tout le monde se salue poliment, mais sans jamais vraiment s'immiscer dans la vie de l'autre. C'est une routine calme, presque monotone, mais rassurante. Enfin, c'était avant que mon nouveau voisin n'arrive. Il a emménagé un mardi, en plein milieu de l'après-midi. J'avais pris ma journée pour travailler de chez moi, et je l'ai vu garer une vieille camionnette dans l'allée de la maison voisine. C'était un homme d'âge moyen, mince, avec des cheveux foncés et des traits marqués. Il portait un jean usé et une chemise à carreaux, et il avait ce regard. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais quelque chose dans ses yeux m'a immédiatement mise mal à l'aise. Il n'y avait personne pour l'aider à déménager, juste lui, déchargeant méthodiquement ses affaires. Pas beaucoup de meubles, mais plusieurs grandes caisses en bois. Il les portait une à une, les bras tendus, comme si elles contenaient quelque chose de précieux ou fragile. Je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder de derrière mes rideaux, fasciné par son allure étrange et silencieuse. Les premières nuits après son arrivée, j'ai commencé à entendre des bruits inhabituels. Au début, ce n'étaient que des sons étouffés, des coups légers contre le mur qui séparait nos maisons. Rien d'alarmant, juste assez pour me sortir de ma torpeur en me demandant si ce n'était pas ma propre imagination. Mais, rapidement, les bruits sont devenus plus fréquents, plus distincts. Des grattements, parfois longs et insistants, comme si quelque chose frottait contre le mur de l'autre côté. J'ai tenté de me convaincre que c'était normal, qu'il faisait peut-être des travaux pour s'installer, ou qu'il avait un animal. Mais il n'y avait jamais de lumière chez lui. Aucun son de télévision, pas de musique, pas de voix. Juste ces bruits nocturnes qui semblaient s'intensifier, toujours au moment où je pensais m'endormir. Une nuit, j'ai posé mon oreille contre le mur, comme pour mieux entendre. Ce que j'ai perçu m'a glacé le sang, c'était comme un murmure, mais sans mots distincts, juste un souffle, irrégulier, presque plaintif. J'ai reculé d'un bond, le cœur battant, et j'ai essayé de me calmer. Peut-être que je devenais paranoïaque. Après tout, il venait juste d'arriver. Mais, au fond de moi, quelque chose me disait que ce voisin n'était pas comme les autres. Une nuit, alors que je me tournais et me retournais dans mon lit, incapable de trouver le sommeil à cause des bruits incessants, j'ai décidé de me lever et de jeter un coup d'œil par la fenêtre de ma chambre, qui donnait directement sur la maison du voisin. J'espérais voir quelque chose d'ordinaire, quelque chose qui pourrait enfin m'apaiser. Mais ce que j'ai vu a eu l'effet inverse. Dans la pâle lumière d'un lampadaire, je l'ai aperçu dans son jardin. Il portait une sorte de manteau sombre, bien trop lourd pour la douceur de la nuit, et semblait s'affairer autour de quelque chose. En plissant les yeux, j'ai distingué plusieurs grands sacs en plastique noir posés près de lui. Ils étaient lourds, à en juger par la façon dont il les soulevait avec effort pour les empiler les uns sur les autres. Ce n'est qu'en remarquant les taches sombres qui maculaient certains des sacs que mon estomac s'est noué. J'ai retenu ma respiration, essayant de ne pas bouger, de ne pas attirer son attention. Mais au moment où il s'est redressé, comme s'il avait senti ma présence, son regard a directement croisé le mien. Il ne pouvait pas vraiment me voir dans l'obscurité de ma chambre, je le savais. Pourtant, ses yeux semblaient me fixer avec une intensité glaciale, comme s'il savait exactement où j'étais. Il n'a pas bougé pendant ce qui m'a semblé une éternité, ses mains gantées reposant sur l'un des sacs. Puis, sans détourner les yeux, il a ramassé un des sacs et s'est dirigé lentement vers l'arrière de sa maison. Ses mouvements étaient étrangement calculés, presque mécaniques. Je me suis éloigné de la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. J'avais envie d'appeler la police, mais pour dire quoi? Que j'avais vu mon voisin transporter des sacs de poubelle dans son jardin. Cela semblait si ridicule et pourtant si lourd de sens. Ce n'était pas juste des sacs, pas après la façon dont il avait regardé ma maison. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais assise dans mon lit, les yeux fixés sur la porte de ma chambre, chaque petit bruit résonnant dans mon esprit comme une alarme. Ce regard, je savais qu'il ne l'avait pas posé sur ma fenêtre par hasard. Il m'avait vu. Et pire encore, il savait que je l'avais vu. Le lendemain matin, encore sous le choc de ce que j'avais vu, j'ai décidé de surveiller la maison de mon voisin de plus près. Je ne voulais pas passer pour paranoïaque, mais quelque chose n'allait pas. Mon instinct me criait que je devais comprendre ce qui se passait derrière ces murs. Pendant plusieurs jours, je l'ai observé discrètement depuis mes fenêtres. Il sortait rarement en journée, mais quand il le faisait, c'était toujours avec la même expression sombre, presque absente, et des gestes précis, comme s'il suivait un rituel invisible. Mais ce qui m'a frappé, c'est que personne ne semblait venir chez lui. Pas de livreur, pas de visiteur. C'était comme s'il vivait complètement coupé du monde. Puis il y avait cette porte du sous-sol. Elle donnait sur le côté de sa maison, juste à la limite de ma vue depuis le jardin. Une porte en bois épais, renforcée par un énorme cadenas.
Ce détail m'a immédiatement semblé étrange. Pourquoi un cadenas aussi massif? Pourquoi verrouiller une porte qui donnait simplement sur un sous-sol? Un soir, alors que j'arrosais mes plantes près de la clôture qui séparait nos deux jardins, une odeur insupportable a envahi l'air. C'était une odeur âcre, lourde, qui semblait venir de cette porte verrouillée. J'ai tenté de couvrir mon nez avec ma manche, mais l'odeur me suivait, comme si elle s'accrochait à moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que cette odeur était la même que celle qui flottait parfois dans l'air tard le soir, quand les bruits venant de sa maison étaient les plus intenses. Une odeur que je m'étais forcé à ignorer, mais qui devenait impossible à oublier maintenant. Le soir même, je me suis connecté à Internet pour chercher des informations sur la maison, ou même sur mon voisin. Rien. Aucun historique notable. Pas de plainte, pas de nom mentionné dans des journaux locaux. C'était comme s'il était une ombre, un fantôme sans passé. Le lendemain, j'ai rassemblé tout mon courage et décidé de m'approcher de cette porte, espérant trouver un indice, n'importe quoi. Mais à peine avais-je posé un pied près de la clôture que j'ai entendu un bruit survenant de l'intérieur de la maison. Un coup, comme si quelque chose ou quelqu'un frappait contre les murs. Je me suis figé, le cœur battant à tout rompre, alors que cette odeur insupportable semblait soudain devenir plus forte, presque vivante. Ce n'était plus seulement une maison étrange. C'était un piège, et quelque chose me disait que je n'avais pas le droit de m'en approcher. Après des jours à hésiter, à peser le pour et le contre, j'ai finalement décidé que je ne pouvais plus rester les bras croisés. Cette tension permanente, ces bruits, cette odeur, tout cela me rendait folle. Je devais savoir ce qui se passait réellement dans cette maison, quitte à m'aventurer trop loin. Une nuit, j'ai attendu que toutes les lumières de chez lui s'éteignent, comme d'habitude. Il semblait toujours fonctionner selon le même horaire, se retirant dans sa maison dès que la nuit tombait et ne réapparaissant qu'au matin. Ce soir-là, je me suis glissé hors de chez moi, le cœur battant à un rythme effréné. Je n'avais qu'une lampe torche et mon téléphone, au cas où. En me rapprochant de la porte du sous-sol, cette odeur âcre m'a frappé de plein fouet, plus forte que jamais. Je luttais pour ne pas vomir, couvrant ma bouche et mon nez avec une écharpe que j'avais apportée. La porte en bois était encore verrouillée avec le même grand cadenas, mais il y avait autre chose cette fois, des marques. Des griffures profondément enfoncées dans le bois, comme si quelqu'un ou quelque chose avait tenté de sortir. J'ai pris une grande inspiration, malgré l'odeur, et j'ai tendu la main pour toucher la porte, espérant trouver un indice. Mais avant même que mes doigts ne l'effleurent, j'ai entendu un bruit derrière moi. Un craquement, presque imperceptible, mais suffisamment proche pour me glacer le sang. Je me suis retourné brusquement, la lampe torche tremblant dans ma main. Personne. Mon jardin était vide, silencieux. Mais l'air semblait chargé, lourd, comme si quelqu'un ou quelque chose m'observait. Je me suis tourné vers la porte une dernière fois, quand un nouveau bruit a éclaté. Cette fois, il venait de l'intérieur du sous-sol. Un coup sourd, suivi d'un gémissement faible, presque inhumain. Je me suis reculé, mes jambes tremblantes, incapable de bouger davantage. C'est à ce moment-là que j'ai senti une présence derrière moi. Une ombre qui s'étirait sous la lumière de ma lampe torche. Avant que je puisse me retourner, une voix basse et rauque a brisé le silence. « Vous ne devriez pas être ici. » Mon sang s'est glacé. C'était lui. Mon voisin se tenait là, immobile, sa silhouette sombre et imposante me bloquant le passage. Dans sa main, il tenait quelque chose que je ne pouvais pas identifier immédiatement, mais qui ressemblait à une barre de métal, une arme. « Rentrez chez vous, a-t-il murmuré, son ton calme mais chargé d'une menace sous-jacente. Tremblante, je n'ai pas discuté. Je me suis précipité vers ma maison, sans oser regarder derrière moi. Mais une fois à l'intérieur, en verrouillant toutes les portes, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement de la curiosité ou de la peur. Je savais maintenant que j'avais déclenché quelque chose. Et il savait que je ne le laisserais pas en paix. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque son, chaque grincement me faisait sursauter. Mon esprit tournait en boucle, rejouant encore et encore cette rencontre dans le jardin. Le regard de mon voisin, son ton glacial. J'avais franchi une limite, et il le savait. Mais ce que je ne comprenais pas encore, c'est que je n'avais pas seulement attiré son attention. Quelque chose d'autre m'avait remarqué. Vers 3 heures du matin, alors que je me laissais enfin sombrer dans une somnolence agitée, un bruit m'a brutalement réveillé. Ce n'était pas un simple craquement ou un bruit de vent. C'était un bruit distinct, terrifiant, des pas lourds, lents, juste derrière le mur de ma chambre. Je me suis redressé d'un bond, retenant ma respiration. Les pas continuaient, se déplaçant d'un bout à l'autre du mur, accompagnés de ce même grattement que j'avais entendu des semaines auparavant. Mais cette fois, c'était plus proche, plus insistant. Je me suis levé, tremblante, et j'ai allumé toutes les lumières de ma chambre.
Mon premier réflexe a été de regarder par la fenêtre, vers la maison de mon voisin. Mais à ma grande surprise, tout semblait éteint, calme, comme si rien d'anormal ne se passait. Pourtant, les bruits continuaient, s'intensifiant. Puis, un détail a capté mon attention. Dans le coin de ma fenêtre, quelque chose bougeait. Une ombre, pas celle d'un arbre ou d'un objet inanimé, mais une silhouette. Elle était là, immobile, fixant directement ma maison. Je me suis figé, la gorge nouée par la panique. Cette silhouette, ce n'était pas mon voisin. Elle était trop grande, trop déformée. Et surtout, elle ne bougeait pas, comme si elle était figée dans un état d'observation malveillante. J'ai reculé lentement, attrapant mon téléphone pour appeler la police. Mais avant que je ne puisse composer le numéro, un fracas assourdissant a retenti depuis l'arrière de ma maison. Quelqu'un ou quelque chose tentait d'entrer. Je me suis précipité pour verrouiller la porte de ma chambre, le cœur battant à tout rompre. Je pouvais entendre les pas, maintenant à l'intérieur de ma maison. Ils étaient lourds, déterminés, se rapprochant inexorablement de moi. Et puis, soudain, tout s'est arrêté. Un silence oppressant a envahi l'espace. Je restais là, paralysé, attendant que quelque chose se passe. C'est alors que j'ai entendu un dernier bruit, un murmure, presque inaudible, juste derrière ma porte. Tu n'aurais jamais dû regarder. La porte a commencé à trembler, comme si quelqu'un ou quelque chose frappait doucement, méthodiquement, de l'autre côté. Je n'ai jamais su comment j'ai trouvé la force, mais j'ai sauté par la fenêtre de ma chambre, atterrissant lourdement dans le jardin. J'ai couru, sans regarder derrière moi, jusqu'à ce que je sois à une distance sûre. La police a été appelée, mais lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont rien trouvé. Pas de voisins, pas de bruit, pas de traces dans ma maison. Je ne suis jamais retourné vivre là-bas. Mais parfois, la nuit, même à des kilomètres de cette maison, il m'arrive d'entendre ces bruits. Ces grattements, ces pas, comme s'ils me suivaient, où que j'aille. Je me souviens de la première fois où j'ai remarqué le jardin de ma voisine. Il était impeccable, un petit paradis verdoyant au milieu de notre quartier plutôt banal. Chaque fleur semblait avoir été placée avec soin, chaque buisson taillé avec une précision presque artistique. Même l'herbe, toujours d'un vert éclatant, semblait défier les saisons. J'admirais secrètement son travail, me demandant comment une femme âgée comme elle pouvait maintenir un tel chef-d'œuvre toute seule. Elle était discrète, cette vieille dame. Toujours vêtue de robes longues et démodées, avec un chapeau de paille qui cachait partiellement son visage. Elle sortait rarement, sauf pour s'occuper de son jardin. Parfois, je la voyais, à genoux, les mains couvertes de terre, mais son expression restait un mystère. Elle ne parlait presque jamais aux voisins, se contentant de saluer d'un léger mouvement de tête. Pourtant, il y avait quelque chose chez elle, une présence calme mais étrange, qui me donnait toujours une impression difficile à définir. Pendant des années, notre interaction s'est limitée à des signes de la main ou des bonjours murmurés à travers la clôture qui séparait nos propriétés. Je n'avais jamais eu de raison de m'approcher davantage. Mais plus je regardais son jardin, plus je me demandais quel était son secret. Comment pouvait-elle garder ce lieu si parfait, alors que mon propre jardin semblait constamment en désordre, malgré mes efforts? Un jour, poussé par la curiosité, j'ai osé lui faire un compliment. « Votre jardin est magnifique, madame. » Elle avait levé les yeux vers moi, me fixant avec une intensité glaciale. Puis, après un court silence, elle avait simplement hoché la tête avant de retourner à ses roses, comme si mes mots n'avaient pas eu d'importance. Ce fut notre échange le plus long jusqu'à ce moment-là. À l'époque, je n'avais aucune idée que ce jardin, si paisible et magnifique en apparence, dissimulait des secrets qui allaient bouleverser ma vie. Tout a commencé le jour où j'ai décidé de nettoyer une partie de mon propre jardin. Depuis des semaines, les mauvaises herbes envahissaient la zone près de la clôture qui séparait ma maison de celle de ma voisine. Je m'étais enfin motivé à m'en occuper. Armé d'une petite pelle et de gants de jardinage, j'avais commencé à arracher les racines, m'acharnant sur la terre sèche et compacte. C'était un travail épuisant, mais plutôt banal, jusqu'à ce que ma pelle heurte quelque chose de dur. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une pierre, alors j'ai continué à creuser pour la dégager. Mais ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Ce n'était pas une pierre. C'était un os. Et pas un os d'animal, comme je l'avais d'abord espéré. Non, il était trop grand, trop humain. Mes mains tremblaient en le retirant de la terre. Plus je creusais, plus je trouvais d'autres morceaux, certains intacts, d'autres brisés, comme si on les avait enterrés à la hâte. Une sueur froide m'a envahi. Pourquoi y avait-il des os humains si près de la clôture? Je me suis mis à regarder autour de moi, soudainement conscient de l'étrange silence qui régnait. Mon regard s'est porté sur la maison de ma voisine.
Les rideaux de sa fenêtre bougeaient légèrement, comme si quelqu'un me regardait. Rassemblant mon courage, j'ai pris les os et je suis allé frapper à sa porte. Elle a ouvert rapidement, comme si elle s'attendait à ma visite. Avant même que je ne puisse parler, elle a baissé les yeux sur les os que je tenais dans mes mains, et un sourire lent et troublant a étiré ses lèvres. Certaines choses sont mieux sous terre, a-t-elle murmuré, presque avec douceur, avant de refermer la porte sans un mot de plus. Je suis resté planté là, figé, incapable de bouger. Cette phrase résonnait dans ma tête, accompagnée de ce sourire étrange. C'était à ce moment-là que j'ai su que quelque chose ne tournait pas rond chez cette femme. Mais je n'avais aucune idée de l'ampleur de l'horreur qui m'attendait. Après cet incident, les choses ont pris une tournure étrange. Au début, je n'ai pas voulu accorder trop d'importance à ce qui s'était passé. Après tout, elle était vieille et un peu décalée. Non, peut-être qu'elle avait simplement une manière étrange de réagir. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer des comportements qui m'ont mis mal à l'aise. Elle ne me saluait plus comme avant. Au contraire, à chaque fois que je sortais dans mon jardin, je la voyais dans la fenêtre, ses yeux rivés sur moi, un regard perçant comme si elle m'étudiait en silence. Ce n'était pas un simple coup d'œil furtif. Non, elle m'observait longuement, son visage invisible derrière les rideaux, mais je pouvais sentir cette présence. Elle ne bougeait pas, restait là, immobile, avec une sorte d'intensité inquiétante. Une fois, je me suis dit que j'allais lui rendre l'appareil. J'ai pris mon temps, assis sur la terrasse, pour la regarder discrètement à mon tour. J'ai vu ses mains trembler légèrement alors qu'elle tenait une pelle, se dirigeant lentement vers son jardin, comme si elle avait un but précis. Je l'ai observée creuser un petit trou près de la clôture, puis s'arrêter brusquement, comme si elle s'assurait qu'aucun œil indiscret ne la regardait. Mais lorsque je me suis approché un peu plus près pour voir ce qu'elle faisait, elle avait disparu dans la maison. Chaque jour qui suivait, la même scène se répétait. Elle était là, à sa fenêtre, la pelle toujours à la main, comme une vieille sentinelle obsédée par son jardin. Et la nuit, je n'entendais rien d'autre que le bruit sourd et régulier de la pelle frappant la terre. Au début, je pensais que c'était simplement un bruit lointain, un écho de son travail acharné. Mais un soir, alors que je me trouvais dans mon propre jardin, j'ai remarqué quelque chose de bien plus dérangeant. J'entendais des bruits de grattement et de creusement sous mes pieds, comme si elle creusait sous la clôture, juste de l'autre côté, et que la terre s'accumulait là où j'étais. Je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi aurait-elle creusé si près de ma propriété? J'avais le sentiment qu'elle faisait tout pour me surveiller, pour m'effrayer. Et chaque nuit, les sons se faisaient plus insistants, plus proches. Parfois, il me semblait que la terre de mon propre jardin bougeait, comme si des racines ou des mains invisibles cherchaient à émerger du sol. Une nuit, alors que tout était silencieux, j'ai entendu un bruit particulier. Ce n'était pas le bruit familier de la pelle frappant la terre, mais un son plus sourd, presque imperceptible. Un bruit qui semblait venir de l'intérieur de ma maison. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une pensée qui me glaça le sang. Et si ce n'était pas dans le jardin qu'elle creusait? Et si elle creusait sous ma propre maison? Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. L'air était lourd, presque suffocant, et la sensation d'être observé ne me quittait plus. Chaque bruit dans la maison me paraissait amplifié, chaque grincement du plancher semblait résonner dans ma tête. J'avais essayé de rationaliser, de me dire que c'était juste ma paranoïa qui me jouait des tours, mais quelque chose, une intuition profonde, me disait que ce n'était pas le cas. Il était 3 heures du matin quand je suis enfin sorti du lit. Le silence absolu régnait dans la maison, et pourtant, j'avais l'impression que l'air était saturé d'une tension invisible. En bas, dans le salon, j'ai entendu un bruit, faible mais distinct, comme un frottement contre le sol. Mon cœur a fait un bond. J'ai pris une lampe de poche, et d'un pas hésitant, je suis descendu les escaliers. À chaque étape, la peur grandissait, mais je n'arrivais pas à me résoudre à rester dans mon lit, à ignorer ce que mes sens me disaient. En arrivant dans le salon, j'ai tendu l'oreille. Le bruit était plus clair maintenant, un son de grattement, comme si quelque chose creusait, lentement, patiemment, juste sous le plancher. C'était un son qui m'était désormais familier, celui des coups de pelle. Mais il venait de l'intérieur, de sous mes pieds. Mon cœur battait la chamade alors que je scrutais la pièce, cherchant désespérément à comprendre d'où cela venait. Je me suis agenouillé près du sol, posant ma main contre le plancher, et j'ai écouté. C'était indéniable, quelqu'un, ou quelque chose, était en train de creuser sous le plancher de ma maison. Le bruit était sourd, profond, comme si une fosse était en train de se creuser lentement sous mes pieds. Le sol vibrait légèrement à chaque coup, chaque grattement. Le froid m'envahit alors que je me relevais brusquement, me demandant si je devais appeler la police, ou simplement fuir. Mais quelque chose en moi m'en empêchait. C'était comme si je savais,
d'une manière inexplicable, que la vérité se trouvait juste sous la surface, que la réponse à ce mystère se cachait quelque part dans les fondations de ma propre maison. Je me suis précipité à l'extérieur, mon esprit tourbillonnant. Peut-être que je rêvais, peut-être que c'était juste un problème de plomberie, une vieille conduite d'eau qui se mettait à craquer, mais la certitude d'une présence malveillante sous le sol de ma maison m'empêchait de me calmer. Je suis allé jusqu'à la clôture, regardant du côté de chez ma voisine. La lumière de sa fenêtre était allumée, et encore une fois, je l'ai vue. Elle se tenait là, immobile, un sourire étrange sur ses lèvres, la pelle toujours en main. Cette fois, il n'y avait aucun doute dans mon esprit. Elle savait ce que j'avais entendu, et elle attendait. Attendant quoi? Je n'osais même pas y penser. Je suis retourné chez moi, un frisson parcourant mon échine. Je n'avais pas encore fini de me redresser sur mes pieds quand, dans le silence oppressant de la nuit, le bruit s'est arrêté. Et alors, un autre bruit a résonné, cette fois venant du sous-sol. Un bruit sec, comme un craquement, suivi d'un souffle lourd, comme si quelque chose ou quelqu'un venait d'émerger du sol. Le matin suivant, je n'ai pas osé sortir de chez moi. La lumière du jour semblait à peine suffire à dissiper l'obscurité qui s'était installée dans mon esprit. J'avais les yeux cernés, le corps tendu par la peur et l'incertitude. Le bruit que j'avais entendu dans la nuit, ce souffle lourd et ces craquements, n'avaient cessé de tourner en boucle dans ma tête. J'étais conscient que je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Ma maison, qui avait toujours été un lieu de calme, était devenue une prison. Et je ne pouvais plus m'échapper. J'ai pris ma lampe de poche, et d'un pas déterminé, je me suis dirigé vers le sous-sol. Mes mains tremblaient alors que je tournais la poignée de la porte. Il faisait froid, beaucoup plus que d'habitude, une fraîcheur étrange qui me glissait sous la peau. Je suis descendu lentement, mes pas résonnant contre les murs en béton. Chaque étape m'éloignait un peu plus de la réalité, comme si je m'enfonçais dans un cauchemar. Arrivé en bas, je n'ai pas eu besoin de chercher longtemps. Le sol était boueux, à certains endroits comme si la terre était récemment perturbée. Et là, juste en dessous de l'escalier, j'ai vu ce qui m'a fait frissonner jusqu'aux os. Il y avait un trou dans le sol, un trou qui n'était pas là la veille. Un trou qui semblait avoir été creusé à la hâte. Et autour de ce trou, il y avait des morceaux de terre qui avaient été jetés partout, comme si quelqu'un avait essayé de dissimuler quelque chose. Je me suis agenouillé, mes mains tremblantes touchant la terre froide. Et là, parmi les débris, j'ai vu un petit objet à moitié enfoui. Un os. Un petit os humain. Je l'ai retiré doucement, mes doigts se crispant sur la texture froide et rugueuse. Puis j'ai vu quelque chose d'encore plus terrible, des fragments de vêtements, des lambeaux de tissu déchirés. Cela ne pouvait pas être réel. Ce n'était pas possible. D'un coup, un éclat de lumière me fit relever la tête. Je me suis tourné vers l'escalier, et dans le bas de l'escalier, j'ai vu sa silhouette. Ma voisine, debout dans l'embrasure de la porte, un sourire dément collé à son visage. Elle tenait sa pelle, comme une relique, prête à la brandir à tout instant. Son regard était intense, presque triomphant. Et avant même que je puisse réagir, elle a murmuré, d'une voix basse et rauque. « Tu sais maintenant ce qu'il y a sous terre. Mais il est trop tard pour fuir. Ce que tu as trouvé ne restera pas là. » Le sol sous mes pieds vibrait à nouveau, et cette fois, je savais que ce n'était pas juste de la terre qui bougeait. C'était quelque chose de bien plus ancien, de plus profond. Et ce que ma voisine m'avait dit résonnait dans mon esprit comme un avertissement. Je n'avais aucune idée de ce qu'il allait se passer ensuite, mais je savais une chose. Ma vie ne serait plus jamais la même. Quand le couple a emménagé dans la maison voisine, j'ai tout de suite pensé qu'ils avaient l'air charmants. Un homme et une femme, peut-être dans la quarantaine, toujours polis, mais discrets. Lors de notre première rencontre, alors que je sortais les poubelles, ils m'ont salué avec un sourire sincère. Nous avons échangé quelques banalités, le temps, le quartier, le bruit occasionnel des enfants qui jouent dans la rue. Rien d'extraordinaire, juste des voisins typiques. Pourtant, quelque chose me dérangeait. Leur maison, bien que parfaitement entretenue, semblait figée. Les volets ne s'ouvraient presque jamais, et je ne les voyais jamais dans leur jardin ou à travers leurs fenêtres. Ce qui m'a marqué le plus, c'étaient les lumières. Chaque soir, sans exception, elles s'éteignaient à 22 heures précises. Pas une minute avant, pas une minute après. J'ai commencé à m'interroger. Est-ce qu'ils vivaient selon un horaire strict? Est-ce que c'était une sorte de rituel? Au fil des semaines, une autre chose m'a frappé. Quand je passais près de leur maison après la tombée de la nuit, j'avais toujours l'impression d'être observé. C'était subtil, presque imperceptible, mais suffisant pour me mettre mal à l'aise. Une fois, alors que je garais ma voiture tard le soir, mon regard s'est tourné vers leur fenêtre de devant. Je n'ai vu personne,
Mais j'aurais juré qu'il y avait une ombre, une forme immobile derrière le rideau. Je me suis dit que j'étais peut-être paranoïaque, que c'était simplement mon imagination. Après tout, vivre seul dans une maison peut parfois jouer des tours à l'esprit. Pourtant, ce malaise persistait, s'insinuant lentement dans mes pensées chaque fois que je croisais leur maison ou que je les voyais, debout devant leur porte, souriant toujours, mais jamais trop longtemps. Ce soir-là, je suis rentré du travail bien plus tard que d'habitude. Il était presque minuit, et les rues du quartier étaient plongées dans un silence oppressant, seulement troublé par le bruit de mes pas sur le gravier. Ma maison était plongée dans l'obscurité, comme toujours, et les lumières de la maison voisine étaient déjà éteintes depuis 2 heures, fidèles à leur étrange ponctualité. En ouvrant ma porte d'entrée, j'ai immédiatement ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas un bruit ou un mouvement précis, mais une présence, lourde et glaciale, qui s'accrochait à l'air. J'ai posé mon sac et avancé prudemment dans le couloir, allumant chaque lumière sur mon passage. Quand je suis entré dans la cuisine, mon cœur s'est arrêté. Une silhouette se tenait là, immobile, dans l'ombre près de l'évier. C'était une forme indistincte, trop sombre pour que je puisse distinguer des détails, mais suffisamment claire pour savoir que ce n'était pas une illusion. « Qui est là » ai-je crié, ma voix tremblant plus que je ne l'aurais voulu. La silhouette n'a pas bougé. Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de m'approcher, mais une peur viscérale m'a cloué sur place. Je me suis précipité hors de la cuisine, mon téléphone à la main, pour appeler la police. Ils sont arrivés rapidement, 2 agents qui ont fouillé chaque recoin de la maison. Ils n'ont rien trouvé. Pas de signe d'effraction, pas de traces de pas, rien qui puisse prouver ce que j'avais vu. « Vous êtes sûr que ce n'était pas une ombre ou un jeu de lumière » m'a demandé l'un d'eux, visiblement sceptique. J'ai insisté, ce n'était pas mon imagination. Quelqu'un était là, dans ma maison, à quelques mètres de moi. Mais ils ont fini par partir, me laissant seul avec un sentiment de vulnérabilité qui me collait à la peau. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi, fixant la porte de ma chambre, à l'écoute du moindre bruit, terrifié à l'idée que cette silhouette puisse revenir. Les jours suivants, l'ambiance dans la maison était devenue insupportable. Chaque coin d'ombre semblait cacher quelque chose, chaque craquement du bois ou murmure du vent me faisait sursauter. J'avais pris l'habitude de vérifier chaque serrure plusieurs fois avant d'aller me coucher. Je fermais les fenêtres, je tirais les rideaux, je laissais même une lumière allumée dans le couloir. Mais malgré toutes ces précautions, je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation glaçante. J'étais observé. Les nuits étaient les pires. Il y avait ces bruits. D'abord discrets, presque imperceptibles. Le frottement d'un pied contre le sol, comme si quelqu'un essayait de ne pas se faire entendre. Puis des grincements, des pas qui semblaient venir du plafond ou parfois juste derrière une porte. Une fois, j'ai même entendu un bruit métallique, comme si une poignée de porte avait été doucement tournée. Je voulais me convaincre que c'était simplement ma peur qui me jouait des tours. Mais alors que je m'efforçais de rester rationnel, des choses plus tangibles ont commencé à se produire. Des objets déplacés. Mon portefeuille, que j'étais sûr d'avoir laissé sur la table du salon, retrouvé sur le comptoir de la cuisine. Une chaise légèrement tirée de la table, alors que je n'y avais pas touché. Une nuit, en me réveillant en sursaut, j'ai senti quelque chose. Une présence. Mon regard s'est tourné vers la porte de ma chambre, et je jurais l'avoir vu bouger légèrement, comme si quelqu'un se tenait juste derrière, à écouter. Je suis resté figé, incapable de bouger, mon cœur battant à tout rompre. Je n'ai entendu que le silence. Mais ce silence était pire que tout. Le lendemain, j'ai décidé de renforcer la sécurité de la maison. J'ai acheté de nouvelles serrures, installé des détecteurs de mouvement, vérifié chaque fenêtre avec une obsession presque maniaque. Pourtant, malgré tout, je savais que ça ne suffirait pas. Car ce n'était pas une simple intrusion que je craignais. Ce que je ressentais, c'était quelque chose de plus profond, de plus personnel. Quelqu'un, quelque part, jouait avec moi. Et il savait exactement comment me terroriser. Ce matin-là, tout a basculé. En sortant de ma chambre, j'ai remarqué une feuille de papier glissée sous la porte d'entrée. Mon cœur s'est serré. Qui aurait pu la déposer là sans que je m'en rende compte? Les détecteurs de mouvement n'avaient rien signalé, et toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées. Je me suis approché lentement, presque à contre-cœur, et j'ai ramassé l'enveloppe. Elle était blanche, sans adresse ni nom. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, il n'y avait qu'une photo. Une seule, mais elle a suffi à me glacer le sang. C'était moi, endormi dans mon lit. La photo avait été prise de très près, comme si le photographe s'était tenu juste au pied du matelas. Mes draps étaient légèrement froissés, ma lampe de chevet encore allumée. C'était une scène que je reconnaissais immédiatement, la nuit dernière. Mais ce n'était pas tout. Sous l'image, écrit à la main en lettres noires irrégulières,
Il y avait un message. Merci d'avoir laissé la fenêtre ouverte. Je me suis figé, le souffle coupé. Mon esprit s'emballait. La fenêtre? J'étais certain de l'avoir fermée, verrouillée même. Comment cela avait-il pu arriver? J'ai immédiatement fouillé la maison de fond en comble, inspectant chaque pièce, chaque recoin, mais je n'ai rien trouvé. J'ai appelé la police une fois de plus, mais leur réaction était la même. Ils ont pris la photo, noté le message et m'ont assuré qu'ils feraient de leur mieux pour enquêter. Mais leur ton laissait entendre qu'ils ne prenaient pas cette affaire au sérieux. Pour eux, ce n'était qu'une mauvaise blague, peut-être un voisin mal intentionné. Pour moi, c'était bien plus que ça. Quelqu'un était entré chez moi. Quelqu'un m'observait pendant mon sommeil. Et ce quelqu'un avait réussi à me prouver que, malgré toutes mes précautions, je n'étais pas en sécurité. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis resté assis dans le salon, une lampe allumée, un couteau de cuisine serré dans ma main tremblante. Chaque bruit, chaque ombre devenait une menace. J'attendais, tendu comme un ressort, prêt à agir si quelque chose ou quelqu'un se manifestait. Au petit matin, alors que je n'en pouvais plus de ce suspense infernal, j'ai pris une décision. Je devais comprendre ce qui se passait, et tout me ramenait à la maison voisine. Ce couple étrange, ces lumières éteintes à 22 heures précises, cette sensation constante d'être observé. Ils savaient quelque chose, ou pire, ils étaient derrière tout ça. En début de soirée, je me suis posté près d'une fenêtre donnant sur leur maison. Caché dans l'ombre, je les ai surveillés. Pendant des heures, il ne s'est rien passé. Pas de mouvement, pas de lumière. Et puis, vers 2 heures du matin, j'ai vu la porte de leur maison s'ouvrir doucement. Ils sont sortis, tous les deux, portant quelque chose d'encombrant enveloppé dans un drap sombre. Je n'arrivais pas à distinguer ce que c'était, mais cela ressemblait à un grand sac, lourd, qu'ils peinaient à transporter. Mon cœur s'est emballé alors que je les regardais charger cet objet dans le coffre de leur voiture, avant de partir sans un bruit dans la nuit. Je savais que je devais en avoir le cœur net. Une fois leur voiture hors de vue, j'ai rassemblé tout mon courage et je suis sorti. Je me suis approché de leur maison, décidé à y jeter un coup d'œil. La porte arrière n'était pas verrouillée, comme si elle m'attendait. À l'intérieur, tout était silencieux, mais une odeur étrange flottait dans l'air, un mélange de moisissure et de fer, lourd et esséurant. J'ai avancé prudemment, ma lampe torche tremblant dans ma main. La maison était vide, mais parfaitement rangée, presque trop parfaite. Puis, dans le sous-sol, j'ai découvert ce qui allait hanter mes nuits pour toujours. Une pièce sombre, aux murs tapissés de photos. Des dizaines, peut-être des centaines. Toutes de moi. Moi dans mon jardin, moi dans ma cuisine, moi dormant dans mon lit. Et au centre de la pièce, une chaise. Une chaise avec des menottes fixées aux accoudoirs. Avant que je ne puisse réagir, j'ai entendu la porte du sous-sol se refermer violemment derrière moi. Et dans l'obscurité, une voix a chuchoté, tout près. On se demandait quand tu viendrais. Je venais tout juste de m'installer dans cet appartement. C'était un petit logement au 3e étage d'un immeuble ancien, avec des murs un peu défraîchis mais un charme certain. Après des mois de recherches interminables, j'avais enfin trouvé un endroit qui me convenait. Le voisinage semblait calme, peut-être un peu trop. Les couloirs étaient souvent silencieux, et je n'avais croisé qu'une ou deux personnes depuis mon arrivée. Mais cela ne me dérangeait pas. J'aimais cette tranquillité. C'est donc avec une légère surprise que j'entendis frapper à ma porte ce soir-là. Je me rappelle avoir hésité avant d'aller ouvrir, car je n'attendais personne. En ouvrant, je tombai sur une femme que je n'avais jamais vue. Elle était de taille moyenne, ses cheveux châtains un peu ébouriffés comme si elle était sortie précipitamment. Son sourire était large, mais un peu figé, presque artificiel. « Bonjour, je suis votre voisine d'Alexandra Côté, dit-elle d'un ton enjoué. Je suis désolé de vous déranger, mais est-ce que vous auriez un peu de sucre ?» Elle me fixa intensément, ses yeux semblant analyser chaque détail de mon visage. Sur le moment, je me dis que c'était normal, que c'était simplement une voisine curieuse. Je l'invitai à entrer pendant que je cherchais un pot de sucre dans ma cuisine. Elle entra lentement, son regard balayant chaque coin de mon appartement. Je sentais presque physiquement son attention glisser sur mes meubles, mes objets personnels. « Vous avez un joli endroit » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je lui tendis le sucre avec un sourire poli, espérant écourter l'échange, car quelque chose dans sa présence me mettait mal à l'aise. Mais elle ne semblait pas pressée de partir. Elle continua à regarder autour d'elle, posant des questions banales mais légèrement intrusives. « Vous vivez seul? Depuis quand êtes-vous ici? Vous ne trouvez pas que l'immeuble est trop silencieux parfois ?» Je répondis vaguement, essayant de rester cordial sans trop m'étendre. Finalement, elle prit le pot de sucre et partit,
me remerciant d'un sourire un peu trop large. Quand je fermai la porte derrière elle, un frisson me parcourut. Je ne savais pas encore pourquoi, mais quelque chose chez cette femme me mettait mal à l'aise. Ce n'était pas sa demande en soi, ni même son comportement étrange. C'était autre chose, une impression diffuse que je ne pouvais pas expliquer. Une présence qui, d'une manière inexplicable, semblait un peu déplacée. Les jours suivants, je commençais à remarquer à quel point ma nouvelle voisine semblait omniprésente. Tout d'abord, elle frappait souvent à ma porte, toujours avec une excuse anodine. Un jour, c'était pour me demander si j'avais un peu de lait, un autre, pour emprunter un tournevis. Chaque fois, elle trouvait un prétexte différent, mais à chaque visite, elle semblait passer un peu plus de temps à scruter mon appartement. Ce qui était encore plus étrange, c'était son obsession avec les bruits. « Vous avez entendu ces sons cette nuit ?» me demandait-elle avec un air grave. Comme des pas, ou quelque chose qui grattait. C'était juste au-dessus de chez vous. J'étais toujours obligé de lui répondre que non, je n'avais rien entendu. Mais elle insistait, me décrivant des détails précis, comme si elle cherchait à me convaincre. Une fois, je l'ai trouvée dans le couloir, debout devant ma porte, immobile. Elle sursauta quand je sortis de chez moi, comme si elle avait été prise en faute. « Oh, je voulais juste vérifier si tout allait bien », dit-elle avec un sourire nerveux. J'ai cru entendre quelque chose. À ce moment-là, une légère gêne commença à se transformer en malaise profond. Elle semblait avoir une raison constante de se trouver près de moi, comme si elle surveillait mes faits et gestes. Une autre fois, alors que je faisais la vaisselle, j'ai aperçu son visage à travers la fenêtre de la cuisine. Elle était dans la cour arrière, fixant ma fenêtre, comme si elle attendait quelque chose. Lorsqu'elle réalisa que je l'avais vue, elle me fit un petit signe de la main, comme si tout cela était parfaitement normal. Je tentais de me convaincre qu'elle était simplement trop gentille, peut-être un peu seule. Mais au fond de moi, je sentais que ce comportement dépassait la simple curiosité. Cette femme semblait s'infiltrer dans mon quotidien, comme une ombre persistante qui refusait de disparaître. Et à chaque nouvelle interaction, je me sentais de plus en plus vulnérable. Cette nuit-là, je me réveillais en sursaut, le cœur battant à tout rompre. J'avais entendu un bruit, quelque chose qui ressemblait à un léger claquement venant de la cuisine. Pendant un instant, je restai immobile, tendant l'oreille, me demandant si j'avais rêvé. Puis le son se répéta, un froissement, suivi d'un grincement. Quelqu'un était dans mon appartement. La gorge serrée, je me levai lentement, essayant de ne faire aucun bruit. Mon esprit cherchait une explication rationnelle. Peut-être une fenêtre mal fermée, un courant d'air, mais tout au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Je pris une lampe de chevet pour me rassurer et avançai doucement vers la cuisine. Le silence était lourd, interrompu uniquement par le bruit léger de mes pas sur le parquet. En atteignant le couloir, je vis une lueur faible venant de la cuisine. La lumière du frigo était allumée. Mon souffle se bloqua. En entrant dans la pièce, je la vis. Ma voisine était là, debout près de l'évier. Elle me tournait le dos, immobile, comme si elle attendait quelque chose. Dans sa main, une longue lame de cuisine brillait faiblement sous la lumière du réfrigérateur. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Ma voix tremblait, à peine un murmure. Elle se retourna lentement, ses yeux fixant les miens avec une intensité glaçante. Un sourire mince se dessina sur ses lèvres, mais il n'avait rien de chaleureux. Puis elle s'avança d'un pas, serrant la lame entre ses doigts. « Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien, » murmura-t-elle. Sa voix était basse, presque un souffle, mais chaque mot semblait résonner dans ma tête. Je restais figé, incapable de bouger ou de parler, tandis qu'elle me regardait, immobile, comme si elle attendait une réaction. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle tourna les talons et sortit par la porte de la cuisine, disparaissant dans l'obscurité du couloir. Je restais là, paralysé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. La peur, qui jusque-là était une simple ombre dans mon esprit, m'envahit complètement. Pourquoi avait-elle une arme? Pourquoi était-elle entrée chez moi? Et surtout, comment avait-elle fait pour s'introduire sans que je ne m'en rende compte? Le lendemain matin, j'étais encore sous le choc. Les images de la veille tournaient en boucle dans ma tête, et je n'arrivais pas à les chasser. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit, trop horrifié par ce que j'avais vécu. Mon premier réflexe fut d'aller chercher des réponses auprès des voisins. Si quelqu'un avait vu ma voisine, peut-être me confirmerait-il qu'elle était réelle. Je frappai d'abord à la porte de l'appartement en face du mien, un vieil homme qui semblait toujours chez lui. Il me regarda d'un air surpris, mais je posai la question directement. « Vous connaissez la voisine de l'appartement à côté du mien? La femme? Comment s'appelle-t-elle » Il fronça les sourcils, semblant réfléchir. « Personne n'habite à côté de chez vous, mademoiselle » dit-il finalement,
une touche d'incompréhension dans la voix. Il n'y a personne là-bas depuis des années. Mon cœur s'arrêta un instant. Comment cela était-il possible? La porte de cet appartement était bien réelle. J'avais vu ma voisine sortir de ce lieu des dizaines de fois. Et pourtant, cet homme semblait convaincu qu'il n'y avait jamais eu de locataire là. Je partis ensuite à la recherche d'autres voisins, interrogeant un jeune couple au bout du couloir, puis une femme âgée qui habitait à l'étage supérieur. Aucun d'eux ne savait de qui je parlais. Aucun d'eux n'avait vu de femme dans cet appartement. Je me sentais alors de plus en plus perdu. Si elle n'habitait pas là, si elle n'était jamais venue, comment expliquer ce que j'avais vu, entendu, ressenti? Mon esprit commençait à vaciller. J'avais l'impression d'être pris au piège dans une réalité qui ne faisait plus de sens. Mais la chose la plus terrifiante de tout cela n'était pas seulement le fait qu'aucune personne ne reconnaissait ma voisine. Non, c'était que je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation qu'elle était toujours là, quelque part, dans l'ombre, me surveillant. Les jours suivants, je ne savais plus où donner de la tête. L'angoisse me rongeait chaque seconde. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, ni pourquoi cette femme avait choisi de m'obséder de la sorte. J'essayais de reprendre une vie normale, de sortir, de rencontrer d'autres voisins, mais la peur était toujours présente, comme une ombre sur mes pas. Une nuit, alors que j'étais dans mon lit, incapable de trouver le sommeil, j'entendis à nouveau ce bruit familier. Des coups discrets à ma porte. Mon cœur s'emballa instantanément. Je savais que c'était elle. Une partie de moi voulait ignorer, faire semblant de ne rien entendre. Mais une autre, plus faible, me poussa à me lever et à m'approcher de la porte. Lorsque j'ouvris lentement, il n'y avait personne. Mais quelque chose me fit froid dans le dos, un murmure faible, un souffle presque inaudible. « Tu vas bien ?» Je refermai immédiatement la porte, terrifié, le souffle court. La voix semblait venir de l'autre côté, mais je n'avais pas vu sa silhouette. C'était comme si elle était restée là, invisible, attendant que je réagisse. Les jours passaient, mais la sensation qu'elle était toujours là, à surveiller mes moindres mouvements, ne me quittait plus. Un soir, je rentrais chez moi après une journée de travail. En entrant dans mon appartement, je remarquai immédiatement que quelque chose avait changé. Des objets étaient déplacés. Mes livres, rangés sur une étagère, étaient désormais en désordre, comme si quelqu'un les avait manipulés. Je me précipitai dans le salon, scrutant chaque recoin de l'appartement. Puis, dans le coin de la pièce, près de la fenêtre, je vis quelque chose qui me glaça le sang. Une marque sur le mur, à peine visible, comme un grattement. L'empreinte d'un doigt. Je savais qu'elle était là, quelque part, cachée dans l'ombre. Peut-être qu'elle n'était pas vraiment humaine. Peut-être que tout cela n'était qu'un piège, une illusion, mais je ne pouvais plus ignorer ce que je ressentais. Quelque chose de maléfique était derrière tout cela, et je n'étais plus sûr d'être seul dans cet appartement. La dernière fois que j'ai entendu sa voix, c'était un soir tard, alors que je me préparais à éteindre les lumières. « Tu ne peux pas m'échapper » souffla-t-elle, juste derrière moi. J'ai pris ma décision, je ne dormirai plus ici. Mais maintenant, je sais qu'il est trop tard. Peu importe où je vais, elle me suivra. Je vis dans un quartier calme, le genre d'endroit où tout le monde connaît tout le monde, ou presque. C'est pourquoi, lorsque la maison à côté de la mienne a enfin trouvé de nouveaux occupants, tout le monde semblait curieux. Pourtant, contrairement aux autres nouveaux arrivants qui venaient saluer les voisins ou participaient au barbecue du quartier, cette famille restait invisible. Les volets étaient presque toujours fermés, et même leurs voitures semblaient rarement bouger. Au début, je me disais qu'ils étaient peut-être timides ou qu'ils voulaient simplement préserver leur intimité, ce qui est compréhensible. Mais à mesure que les semaines passaient, quelque chose me troublait. Je n'entendais jamais de bruit venant de leur maison, pas de télévision, pas de conversation, même pas de rire d'enfants. Pourtant, de temps en temps, j'apercevais une silhouette derrière les rideaux ou une lumière vacillante à travers les fentes des volets. Une nuit, alors que je sortais les poubelles, j'ai cru entendre un bruit étrange provenant de leur jardin. C'était comme un murmure, une voix basse et sifflante, mais dès que je me suis approché de la clôture pour mieux entendre, tout s'est arrêté brusquement. J'ai balayé la cour du regard, mais tout était plongé dans l'obscurité. Leur comportement n'a fait que nourrir les rumeurs dans le voisinage. Certains disaient qu'ils travaillaient de nuit, d'autres murmuraient qu'ils cachaient quelque chose. Moi, je ne savais pas quoi penser, mais une chose était sûre, il y avait une atmosphère lourde autour de cette maison. Une fois, en passant devant leur boîte aux lettres, j'ai remarqué qu'elle débordait de courriers non ouverts. Qui ignore son courrier pendant des semaines? Malgré tout, je me disais qu'il n'y avait probablement rien d'anormal. Après tout, les apparences peuvent être trompeuses. Mais dans un coin de ma tête, une pensée persistante s'accrochait. Cette famille n'était pas comme les autres. Et je ne savais pas encore à quel point j'avais raison.
Un jour, alors que je vidais ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe qui sortait de l'ordinaire. Elle était légèrement jaunie, avec mon nom écrit à la main d'une calligraphie élégante mais tremblante. Il n'y avait pas d'expéditeur, mais en regardant de plus près, je remarquai que le tampon indiquait mon adresse. Intrigué, j'ai ouvert l'enveloppe et découvert une simple carte d'invitation. Vous êtes cordialement invité à une fête chez nous. Samedi, à 20 heures. La famille Dax en grave côté. C'était tout. Pas de signature, pas de détails supplémentaires. Un étrange parfum, doux et un peu métallique, imprégnait le papier. Je me suis surpris à relire la carte plusieurs fois, hésitant entre l'excitation et un malaise inexplicable. Pourquoi cette invitation arrivait-elle maintenant, après des semaines de silence? J'ai regardé autour de moi, m'attendant presque à voir quelqu'un m'observer depuis leur maison. Mais, comme d'habitude, les volets étaient fermés et rien ne bougeait. Pendant un moment, j'ai pensé à ignorer l'invitation. Après tout, je ne savais rien de cette famille. Mais la curiosité a rapidement pris le dessus. Cela pouvait être une occasion de percer le mystère, de comprendre pourquoi ils étaient si reclus. Le samedi soir, à l'heure prévue, je me suis habillé simplement et me suis dirigé vers leur maison. En approchant, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune autre voiture garée dans l'allée, aucun signe d'autres invités. Pourtant, la lumière au-dessus de la porte était allumée, et l'invitation que je tenais dans ma main semblait presque me brûler, comme pour me rappeler que j'étais attendu. Je me suis arrêté un instant devant leur porte, hésitant à frapper. Mais avant même que ma main ne touche le bois, la porte s'est ouverte lentement, comme si on m'attendait. Une odeur étrange, semblable à celle de l'enveloppe, s'échappait de l'intérieur. Prenant une grande inspiration, j'ai fait un pas en avant. Et c'est là que tout a commencé. En franchissant le seuil de la maison, j'ai été immédiatement frappé par un silence presque oppressant. L'intérieur était sombre, seulement éclairé par une faible lumière provenant d'un lustre poussiéreux au plafond. La décoration semblait figée dans le temps, avec des meubles anciens et des murs couverts de papier peint décoloré. Une odeur de renfermé, mélangée à ce parfum métallique que j'avais déjà senti sur l'enveloppe, flottait dans l'air. Je me suis avancé dans le hall, appelant timidement. « Bonsoir? Il y a quelqu'un » Pas de réponse. Tout semblait abandonné, comme si personne n'y vivait depuis des années. Pourtant, dans la salle à manger, une table était dressée. Un seul gâteau trônait au centre, un gâteau étrange, avec un glaçage rouge vif qui semblait presque couler. Autour, des assiettes et des couverts parfaitement alignés donnaient l'impression que des convives invisibles étaient attendus. Mon malaise grandissait. Chaque pas semblait résonner dans la maison, comme si elle amplifiait mes moindres mouvements. Et puis, cette sensation, celle d'être observé. Vous savez, ce frisson qui parcourt votre nuque quand vous êtes sûr que quelqu'un vous regarde. Mon regard fouillait la pièce, mais je ne voyais rien, personne. Pourtant, cette présence était indéniable. Je me suis retourné, décidé à partir. Mais en revenant vers la porte d'entrée, je me suis rendu compte qu'elle était fermée. Je tirai sur la poignée, mais elle ne bougeait pas. Elle était verrouillée. Pris de panique, j'ai essayé toutes les autres portes et fenêtres que je pouvais trouver, mais aucune ne s'ouvrait. Et puis, je l'ai entendue pour la première fois, une voix basse, sifflante, presque un murmure, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. La fête ne se termine pas, si tu continues à vouloir partir. Je me suis figé, mon cœur battant à tout rompre. Quelque chose d'invisible se déplaçait dans l'ombre, un frémissement léger, un souffle presque imperceptible. Et c'est là que j'ai compris que cette maison n'était pas vide. Pas vraiment. Le murmure s'intensifiait, se répétant encore et encore, chaque mot se gravant dans mon esprit comme une menace impossible à ignorer. La fête ne se termine pas, si tu continues à vouloir partir. Ma respiration s'accélérait tandis que je cherchais désespérément une issue. Mes mains tremblaient en fouillant les murs à la recherche d'un interrupteur ou d'un loquet caché, mais tout semblait scellé, comme si la maison elle-même refusait de me laisser partir. Et puis, ça a commencé. Les objets dans la pièce se sont mis à bouger, d'abord doucement, comme s'ils glissaient sur la table, puis violemment. Une des assiettes s'est brisée au sol, le bruit résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant. Les ombres dans les coins de la pièce semblaient s'étirer, se déformer et se rapprocher de moi. Mon regard s'est posé sur le gâteau au centre de la table. Sa surface rouge semblait vivante. Des bulles se formaient sous le glaçage, comme si quelque chose respirait en dessous. Un liquide sombre commençait à s'en écouler, tombant goutte à goutte sur la nappe, laissant des taches noires qui se répandaient rapidement. Puis, je l'ai vue. Une silhouette, à peine visible dans l'obscurité, se tenait au bout de la salle à manger. Elle était immobile, mais je pouvais sentir son regard sur moi. Sa tête penchée, son corps déformé, et cette sensation glaçante qu'elle souriait, même si je ne pouvais pas voir son visage.
Je criai, reculant instinctivement, mais mes jambes me semblaient lourdes, presque paralysées. La voix reprit, cette fois plus proche, comme si elle était murmurée directement à mon oreille. La fête ne fait que commencer. Le chandelier au-dessus de moi s'éteignit soudainement, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Dans le noir, des bruits de pas résonnaient autour de moi, mais je ne pouvais pas dire d'où ils venaient. Une main froide, glaciale, effleura mon épaule. « Reste avec nous », chuchota une autre voix, différente, plus aiguë, mais tout aussi terrifiante. Pris de panique, je courus dans une direction au hasard, trébuchant contre des meubles que je ne pouvais plus voir. Chaque pas semblait me rapprocher davantage de cette présence oppressante. Et alors que je me heurtais à un mur, essoufflé, je sentis une chaleur derrière moi, comme si quelque chose ou quelqu'un se tenait juste là, prêt à me saisir. Le silence retomba soudainement, lourd, oppressant, comme si la maison retenait son souffle. Je restai figé contre le mur, mes jambes tremblantes, mon esprit vacillant entre terreur et confusion. Puis, une lumière vacillante apparut au bout du couloir, une lueur faible qui semblait m'appeler, me guidant loin des ombres qui m'encerclaient. Je n'avais pas d'autre choix. Pas de sortie, pas d'aide, juste cette lumière qui semblait être mon unique espoir. Je me suis avancé lentement, chaque pas résonnant dans la maison comme un coup de marteau. Plus je m'approchais, plus je sentais une tension étrange dans l'air, une énergie qui me comprimait la poitrine. La lumière provenait d'une pièce à moitié ouverte. En y entrant, je fus saisi par une scène grotesque. Des mannequins, grotesquement réalistes, étaient disposés autour d'une table. Leurs visages déformés arboraient des sourires figés, leurs yeux vides semblant me fixer. Ils étaient vêtus de costumes élégants, comme pour une fête, mais leur posture contorsionnée leur donnait l'apparence de marionnettes brisées. Au centre de la pièce se trouvait une chaise vide, tournée vers moi, comme si elle m'attendait. Derrière elle, une silhouette se dessina lentement, se déplaçant avec une fluidité inhumaine. C'était la même présence que j'avais ressentie plus tôt, cette chose qui me traquait depuis le début. Elle se pencha vers moi, révélant un visage flou, presque liquide, et murmura d'une voix sifflante. Chaque invité a sa place. La tienne est ici. Terrifié, je me retournai pour fuir, mais la porte par laquelle j'étais entré avait disparu. À sa place, un mur froid et lisse me bloquait. La pièce semblait se refermer sur moi, les mannequins se rapprochant imperceptiblement, leurs visages se tournant lentement dans ma direction. Dans un dernier élan de désespoir, je me jetai contre le mur, criant à plein poumon, mais une force invisible me tira violemment vers la chaise. Mes membres étaient cloués, comme si des chaînes invisibles m'entravaient. Je ne pouvais plus bouger, et pourtant, je sentais mon corps être positionné, ajusté, exactement comme ceux des mannequins. La dernière chose que je vis fut le gâteau, toujours sur la table, dont le glaçage rouge s'écoulait maintenant abondamment, formant des lettres qui semblaient être écrites dans le sang. Bienvenue à la fête. Et puis, tout devint noir. Mon cri s'éteignit dans le néant. Je n'étais plus qu'un autre invité, figé à jamais dans cette maison, condamné à attendre le prochain curieux qui, comme moi, franchirait le seuil de cette fête maudite. Je vis dans un quartier calme, un de ces endroits où tout le monde se connaît sans vraiment se parler. Ma routine est simple, travail, maison, quelques courses par-ci par-là. Rien de bien excitant, mais j'aime cette tranquillité. C'est pourquoi, lorsque j'ai trouvé ce premier billet dans ma boîte aux lettres, je n'y ai pas prêté grande attention. Le papier était plié en 4, et l'écriture semblait pressée, presque tremblante, comme si elle avait été griffonnée à la hâte. Les mots disaient simplement « Soyez plus prudent en fermant la porte ». Sur le moment, j'ai pensé que c'était une erreur, un message destiné à quelqu'un d'autre. Peut-être un voisin, ou même une plaisanterie d'enfant du coin. Après tout, rien d'anormal ne s'était produit chez moi. J'ai jeté le papier sans y réfléchir davantage. Mais la semaine suivante, un deuxième billet est apparu. Cette fois, il disait « Vous pensez que personne ne regarde, mais vous vous trompez. Une vague de malaise m'a traversé. Qui avait pu écrire cela? Et surtout, pourquoi? Je n'avais pas d'ennemis, pas de différend avec mes voisins. Je suis même du genre à éviter les conflits. Peut-être était-ce une farce, mais quelque chose dans le ton du message me semblait différent, presque menaçant. Je me suis surpris à vérifier 2 fois la serrure de ma porte ce soir-là, et même à jeter un coup d'œil à travers les rideaux. Mais tout semblait normal. Le lampadaire devant ma maison diffusait sa lumière jaune habituelle, et les maisons environnantes étaient plongées dans le silence. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de sentir une présence, comme si quelqu'un m'observait dans l'ombre. Au bout de quelques jours, j'ai fini par oublier. Ou du moins, j'ai essayé.
Mais ce qui allait suivre ne me permettrait plus jamais de trouver la paix dans ce quartier que je croyais si sûr. Une semaine passa, et malgré mon malaise, je réussis à me convaincre que tout cela n'était qu'une mauvaise plaisanterie. Mais un matin, en descendant chercher mon courrier, je trouvai un autre billet. Cette fois, le message me glaça le sang. Vous devriez verrouiller la porte de la salle de bain avant de prendre votre douche. Je restai figé, le papier tremblant dans mes mains. Cette phrase, elle n'était pas une simple coïncidence. Quelqu'un savait exactement ce que je faisais chez moi. Quelqu'un m'avait observé. J'essayais de rester rationnel. Peut-être que cela ne voulait rien dire. Peut-être que c'était encore une farce, mais une petite voix dans ma tête répétait. Et si ce n'était pas le cas? À partir de ce moment, tout commença à paraître étrange chez moi. Je remarquai des détails que je n'aurais jamais relevés auparavant, une porte entr'ouverte que je jurais avoir fermée, une chaise légèrement déplacée, ou encore mon téléphone que je trouvais dans une pièce où je ne me souvenais pas l'avoir laissé. Un soir, alors que je rentrais du travail, je remarquai que la lumière de ma cuisine était allumée. J'étais certain de l'avoir éteinte en partant ce matin-là. Mon cœur battait à tout rompre alors que je franchissais lentement le seuil de la porte. Je fis le tour de la maison, pièce par pièce, mais il n'y avait personne. Tout semblait en ordre. Pourtant, cette sensation d'être observé devenait de plus en plus oppressante. Je décidai d'en parler à un ami. Je lui montrai les billets, lui décrivant cette impression constante d'être surveillé. Il éclata de rire au début, pensant que j'exagérais. Mais en voyant mon visage, il changea de ton. « Installe des caméras, me dit-il. Au moins, tu seras fixé. Si c'est un gamin du quartier, tu le verras tout de suite. » L'idée me semblait ridicule, mais je finis par céder. Quelques jours plus tard, des caméras de sécurité étaient installées dans ma maison. Ce fut une décision qui allait tout changer. Une décision qui m'obligerait à regarder en face une vérité que je n'étais pas prêt à affronter. Quelques jours après avoir installé les caméras, je commençai à vérifier les enregistrements chaque matin, presque machinalement. Pendant les premières nuits, il n'y avait rien d'inhabituel. Les vidéos montraient simplement les pièces plongées dans l'obscurité, le silence perturbé uniquement par le tic-tac de l'horloge ou le frémissement des rideaux agités par une brise nocturne. Mais la quatrième nuit, tout changea. Ce matin-là, je sirotais mon café en parcourant les enregistrements, comme d'habitude. Vers 2 heures du matin, je vis quelque chose qui me fit presque lâcher ma tasse. Sur l'écran, une silhouette se glissait dans mon salon. C'était un homme. Il avançait lentement, avec une aisance terrifiante, comme s'il connaissait parfaitement les lieux. Je me figeai lorsque je reconnus son visage. C'était mon voisin. Il portait un sourire étrange, presque triomphant, et, à plusieurs reprises, il regarda directement dans la caméra. Pas par accident. Il fixait l'objectif comme s'il voulait que je le voie. Il se promenait dans mon salon, s'arrêtant de temps à autre pour examiner des objets sur les étagères ou simplement rester immobile, écoutant. Je reculai la vidéo, le souffle court. Comment était-il entré? J'avais vérifié les serrures. Je les avais même changées la semaine précédente. Et pourtant, il était là, dans ma maison, se comportant comme si c'était la sienne. Sur l'enregistrement, je le vis disparaître dans le couloir menant à ma chambre. Mon cœur s'accéléra. Je n'avais rien entendu cette nuit-là. Pas un bruit, pas une indication de sa présence. Quelques minutes plus tard, il réapparut, tenant quelque chose dans la main. Une feuille de papier. Il se dirigea vers la table de la cuisine, la posa délicatement, puis se tourna vers la caméra une dernière fois, son sourire s'élargissant, avant de quitter la maison. Je restai devant l'écran, paralysé. Lorsque je me levai enfin pour aller vérifier, je trouvai le billet sur la table, exactement là où il l'avait laissé. Il disait simplement « J'espère que tu dors bien ». Ce que j'avais vu sur les vidéos dépassait l'entendement. Ce n'était plus une plaisanterie. C'était une menace claire. Et le pire, c'est que je savais que cet homme était tout près, juste à côté, derrière ces murs si fins qui séparaient nos maisons. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le bruit de mon cœur battant résonnait dans mes oreilles alors que je parcourais la maison, vérifiant chaque porte, chaque fenêtre, comme si la moindre faille pourrait permettre à mon voisin d'entrer à nouveau. Le billet sur la table était toujours là, un rappel constant de ce qu'il avait fait. Mon esprit s'emballait à chaque instant, me renvoyant des images de lui, de son sourire macabre, de sa présence dans mon espace personnel. Je ne pouvais plus lui faire confiance, ni à mes serrures, ni à mes murs. Je n'avais plus d'autre choix que de confronter mon voisin. La police n'aurait probablement pas pris mes accusations au sérieux. Il m'aurait probablement traité de paranoïaque ou de victime d'une farce. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Ce n'était pas une blague. C'était réel, et je n'étais pas prêt à vivre dans la peur chaque jour. Le matin suivant,
Je pris mon courage à deux mains et j'allais frapper à la porte de son appartement. Mon ventre était noué, mes mains moites. Il me fallut quelques instants pour m'assurer que je n'étais pas observé avant de m'avancer. Quand la porte s'ouvrit, il me regarda avec son éternel sourire, presque trop accueillant, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. « Ah, tu es là » dit-il d'une voix douce, comme si rien n'était anormal. « J'espère que tout va bien chez toi. » Je ne savais pas comment commencer, par où attaquer, mais les mots sortirent d'eux-mêmes, presque dans un murmure. « Comment avez-vous fait pour entrer chez moi? Pourquoi m'espionner » Il sembla légèrement surpris, mais pas inquiet. Il secoua la tête, comme s'il n'avait pas compris. « Je n'ai rien fait de mal. Voyons. J'ai simplement voulu m'assurer que tout allait bien. C'est pour ça que je suis allé vérifier, tu sais, juste pour m'assurer que tu faisais attention à tes portes. » Je le fixai, son regard me perçant, glacial. Une partie de moi voulait m'enfuir en courant, mais je restai là, cloué sur place. « Tu sais que j'ai vu ce que tu as fait, sur les caméras, n'est-ce pas » demandai-je, le souffle court. Il sourit, un sourire encore plus large cette fois. Il se pencha légèrement, comme pour me chuchoter un secret. « Tu devrais vraiment arrêter de regarder, parce que quand tu regardes, tu vois des choses qu'il vaut mieux ne pas voir. » Un frisson glacé me parcourut le dos. Ses yeux brillaient d'une lueur malsaine, comme s'il était amusé de ma terreur. Il savait que je savais, et cela lui plaisait. Sans plus un mot, il se détourna et referma doucement la porte. Je restai là, debout dans le couloir, complètement figé. Le pire n'était pas sa réponse. Le pire, c'était cette sensation oppressante, celle que je connaissais déjà si bien. Celle de ne pas être seul, celle d'être observé, même ici, dans cet instant où je croyais enfin avoir un contrôle. Mais je n'avais plus aucune illusion. Le véritable cauchemar venait de commencer. Je n'ai pas quitté mon appartement pendant plusieurs jours. Chaque bruit, chaque ombre semblait être une menace imminente. Le simple fait de fermer les yeux me ramenait à cette étrange confrontation avec mon voisin. J'avais installé des serrures supplémentaires, vérifié les fenêtres une dizaine de fois, mais rien ne semblait me donner ce sentiment de sécurité que j'avais autrefois. Je n'arrivais plus à me débarrasser de la peur que quelque chose de pire se préparait. Un soir, alors que j'étais allongé sur mon canapé, une nouvelle pensée m'envahit. Et si ce n'était pas seulement lui? Et si d'autres personnes étaient impliquées dans cette farce, dans cette obsession malsaine? J'avais l'impression que la situation échappait à tout contrôle, que j'étais piégé dans un jeu dont je ne comprenais pas les règles. Je décidai alors de revoir les enregistrements des caméras une fois de plus, espérant trouver une explication logique, quelque chose qui me permettrait de me rassurer. Mais ce que je vis sur les vidéos me fit presque tomber de mon siège. Cette fois, c'était différent. Le voisin n'était pas seul. Il y avait d'autres silhouettes dans la pièce, floues et indistinctes, mais suffisamment visibles pour me faire froid dans le dos. Elles semblaient se déplacer en parfaite synchronisation, comme des ombres dansantes qui se fondaient dans l'obscurité. J'avais l'impression qu'elles savaient que j'étais en train de les observer. Le plus terrifiant, c'était leur absence de visage. Les figures étaient là, mais leurs visages étaient effacés, comme si la caméra ne pouvait pas capter leur identité. Je tentais de zoomer, d'agrandir l'image, mais plus je le faisais, plus l'image devenait floue, plus leur forme semblait se désintégrer. Mais je pouvais entendre des murmures, des chuchotements étouffés. Des mots que je n'arrivais pas à comprendre, mais qui me donnaient l'impression que tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent n'était qu'une petite partie d'une plus grande toile de terreur. La panique monta en moi. Je m'approchai de la fenêtre et regardai dehors. Le voisin était là, dans son jardin, un sourire inquiétant gravé sur son visage. Et tout autour de lui, dans les ténèbres, des ombres semblaient l'entourer. Mais le plus bizarre, c'était que je n'étais pas sûr de les voir réellement. Par moments, elles disparaissaient, puis réapparaissaient. Il était comme un phare, et tout autour de lui, des formes se déplaçaient, prêtes à se jeter sur moi. Je compris alors que cela n'était plus une simple menace, un jeu macabre. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus ancien à l'œuvre. Je n'étais plus qu'un pion dans un jeu qui m'échappait complètement. Ils savaient ce que j'avais vu, et désormais, ils attendaient. Attendaient quoi? Que je fasse une erreur? Que je tente d'échapper à cette spirale infernale? Je me levai, tremblant, et fermai toutes les lumières. Je savais qu'il n'y avait plus de retour possible. La peur avait pris possession de chaque recoin de ma vie. Et, d'une certaine manière, je savais que ce que j'avais commencé à voir n'était que le début.